Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Ali Habibi à l'occasion de la sortie de son livre Gestion des conflits, publié aux éditions Al-Baïna. Ali Habibi, bienvenue sur Mizan TV. Bonjour, merci pour l'invitation et l'accueil. Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste du couple et de la famille. Dans votre livre, vous proposez une analyse approfondie du conflit, de ses origines aux outils pour apprendre à le gérer et le résoudre. Alors tout d'abord, comment définissez-vous précisément le conflit? Où commence-t-il et où finit-il? Alors, le conflit commence à partir du moment où il y a un désaccord. Dès qu'on n'est pas d'accord, dès qu'il y a une différence d'opinion, de position, de désir, de besoin, il y a un conflit. C'est pour ça que le conflit n'est pas forcément problématique. Le conflit, c'est juste le fait qu'on ne soit pas d'accord ou qu'on n'ait pas les mêmes besoins ou les mêmes désirs ou en tout cas pas la même vision. À partir de ce moment-là, on est déjà en conflit. Et ce n'est pas parce qu'on est en conflit que forcément ça va être problématique ou forcément on va se disputer ou en venir aux mains ou s'agresser, etc. Donc à partir du moment où deux personnes ne sont pas d'accord, le conflit va commencer. Mais encore une fois, j'insiste lourdement, mais j'insiste parce que c'est très très important, parce que les personnes associent tout de suite conflit à quelque chose de mal et de négatif. Pas forcément. Le conflit peut être très sain, il peut être très positif. C'est-à-dire que le conflit peut m'enrichir, il peut me permettre de voir des choses que j'aurais pas vues, il peut me permettre de mieux comprendre certaines choses que moi je percevais ou que je pensais comprendre, etc. Grâce à cette différence, grâce au regard de l'autre qu'il va me proposer ou m'imposer. Donc le conflit va commencer à ce niveau-là. Maintenant, le conflit peut se terminer soit d'une manière saine, où on n'est pas d'accord, mais on trouve un compromis, où on s'enrichit les uns l'un l'autre, où on trouve une solution où tout le monde est gagnant, ou alors il peut se terminer en lutte, en agression psychologique, verbale, physique. Il peut même se terminer de manière tragique en meurtre ou en tuerie. Tout type de désaccord est forcément un conflit alors. Tout type de désaccord est un conflit. À partir du moment où on n'est pas d'accord, on est dans la définition du conflit. On est en conflit parce que ton accord, ta position va venir se heurter à la mienne. Donc là, on entre dans un conflit. Parce que pour les gens, en général, le conflit, c'est la bagarre. Vu comme c'est quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire que la dispute, le conflit armé, physique, c'est des modes de conflit. Le fait d'en arriver à une agression, c'est un résultat, une conséquence ou une manière plutôt d'être en conflit. Mais ce n'est pas le conflit en tant que tel. Le conflit, c'est le fait qu'on n'est pas d'accord. Euh, je, je, euh, je pense que l'eau est le meilleur liquide. La personne en face de moi pense que le meilleur liquide, c'est un autre liquide. On est dans un conflit. Est-ce que pour autant on va se disputer? Pas forcément. Est-ce qu'il y aura une animosité? Pas forcément. On peut passer un très bon moment, sourire. On peut être en conflit et passer un bon moment. Donc le conflit, c'est juste la représentation d'un désaccord entre deux entités, entre deux personnes. Deux personnes qui ont une position ou une vision différente sont dans un début de conflit, en tout cas sont dans un conflit. Maintenant, comment ce conflit va se matérialiser, quelles seront les conséquences qu'il y aura de ce conflit, et là, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, plutôt positif ou plutôt négatif. Il peut exister justement des conflits positifs. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez en interaction avec une autre personne et que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ça peut être très positif de ne pas être d'accord sur quelque chose. Alors, ça peut vous frustrer, ça peut vous agacer, vous pouvez vous sentir pas respecté, vous pouvez vous énerver, tout ça, ce sont encore une fois des conséquences. Mais ça peut être très positif. Comment? En accueillant cette différence. Donc, je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur, mais j'accueille le fait de ne pas être d'accord. J'accepte l'idée que c'est pas parce que je ne suis pas d'accord ou qu'il n'est pas d'accord avec moi que ça remet forcément en cause ma position. Ce n'est pas parce que ça pourrait peut-être remettre en cause ma position que ça remet en cause ma personne. Ce n'est pas parce que il y a une différence que ma position était forcément mauvaise ou négative ou mal ou que ça me réduit ou que ça me rabaisserait. Pas du tout. Si dès le départ je me dis je peux avoir raison comme je peux avoir tort. Et le plus important, c'est même pas que j'ai raison. Le plus important, c'est de m'enrichir, c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est de devenir meilleur, c'est d'apprendre davantage. Alors j'aurai besoin du conflit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de la différence, j'ai besoin de ce que l'autre va m'apporter. Et si j'observe les choses de cette manière, le conflit peut être très sain et très positif. Mais on va pas se le cacher, c'est plutôt rare. La plupart du temps, le conflit, il est problématique. Parce que les gens craignent le conflit ou interprètent mal le conflit et réagissent souvent d'une mauvaise manière lors d'un conflit. Sur quel type de conflit vous êtes-vous penché personnellement dans l'écriture de ce livre? Quelles sont les causes de conflit que vous rencontrez le plus souvent chez vos patients?
Bon, moi, je rencontre plein de catégories de patients, donc ça peut être en individuel, en couple ou en famille pour plein de raisons différentes, mais je rencontre beaucoup de couples, j'ai rencontré beaucoup de couples dans ma vie, donc les conflits que je vais le plus voir, ça va être des conflits de couple ou des conflits familiaux. Parce que même quand je vois un patient seul, souvent, il y a un conflit avec son entourage, avec sa famille ou avec son ou sa partenaire. Et parfois, il peut y avoir aussi un conflit interne. Donc, il y a aussi c'est une autre catégorie de conflit, mais c'est une catégorie que je vais rencontrer assez souvent. Et ça, c'est que ce soit parce que j'ai une activité mixte, donc j'exerce en libéral, mais j'exerce aussi à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique. Et même dans l'hôpital psychiatrique, on fait face à des patients qui ont des pathologies assez lourdes, mais on va aussi observer des conflits au sein de leur famille, même si on ne voit pas forcément la famille, il y a des choses qui vont. Mais c'est parce que c'est votre cas personnel, le fait de rencontrer plus ce genre de conflit, ou en général? Alors, c'est ce que moi je rencontre le plus. Maintenant, il y a plein de catégories de conflits, comme je vous dis tout à l'heure, et alors le livre, il s'adresse à toutes les catégories, même si de mon expérience, je vais plus me baser sur les conflits interpersonnels, les conflits de couple ou les conflits familiaux, mais le livre ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont en couple ou qui ont des soucis dans leur famille. Une personne qui est en conflit dans sa profession, dans son environnement professionnel de travail, une personne qui est en conflit avec d'autres personnes, d'autres gens, va trouver des solutions dans cet ouvrage parce que ça s'adresse à toute personne qui a un conflit particulier. Donc ça peut être un conflit professionnel, scolaire, un conflit familial, de couple, un conflit interne, voilà. Diriez-vous que l'art de la communication est la clé pour résoudre les disputes? Oui, c'est une des clés, pas la seule, mais une des clés. En réalité, on ne nous apprend pas à communiquer convenablement. On nous apprend à parler. On nous apprend des lettres, puis des mots, puis à formuler des phrases. Mais il est rare, très rare, qu'on enseigne à un individu l'art d'exprimer ses besoins, de parler de ses sentiments, de ses émotions, d'écouter l'autre. Parce que dans la communication, il y a aussi de l'écoute. Hein. La communication, c'est pas juste parler, c'est aussi écouter, essayer d'être attentif à ce que l'autre nous dit, à ce qu'il essaye de nous dire, à ce qu'on comprend de ce qu'il nous dit. Et on nous apprend que trop peu ou trop rarement à le faire, malheureusement. Et ça devrait être enseigné. En tout cas, mon rêve, c'est que ça soit enseigné dès le plus jeune âge, déjà à l'école, qu'on puisse nous apprendre, qu'il puisse y avoir une matière, justement pour apprendre à communiquer, pour apprendre à percevoir ses émotions, à mieux comprendre les autres individus. Si on pouvait avoir cette matière, ça réglerait beaucoup de soucis. En tout cas, ça nous aiderait énormément, parce que ça donnerait à chacun d'entre nous des outils pour faire face aux difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie, parce que personne n'évite ou ne peut éviter les conflits. Si vous voulez éviter les conflits, il faut aller vivre en ermite, en haut d'une montagne, tout seul, et encore. Il ne faudra pas rencontrer d'autres créatures. Mais à partir du moment où on vit en société, qu'on a le désir d'avoir une vie sociale, forcément, on va faire face à des conflits. Et quand on n'a pas les outils pour les gérer, malheureusement, c'est compliqué. Dans votre ouvrage, vous indiquez que la communication non verbale est aussi importante que verbale. Oui, alors est-ce qu'il y a plusieurs manières de communiquer? Je peux vous dire des choses sous plusieurs formes. Je peux le dire verbalement, donc en utilisant des mots que je pense que vous êtes censé comprendre. Donc en parlant votre langue, je vais utiliser des mots, on va plus avoir les mêmes définitions, donc vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si je vous dis que voilà, là, ceci est un stylo et que je vous montre le stylo, vous voyez que je suis en train de vous dire que ceci est un stylo et que je l'ai dans les mains. Donc on a le langage verbal, mais la majorité de notre langage, il est non verbal. C'est-à-dire que ce que je dis le plus, je ne le dis pas avec ma langue ou avec ma bouche. Je le dis avec ma gestuelle, avec mon attitude, avec mon comportement. Je peux vous dire beaucoup de choses en fronçant les sourcils. Alors, est-ce que vous allez comprendre ce que je vous dis quand je vais froncer les sourcils? Vous allez interpréter ce froncement de sourcils en pensant que je suis peut-être agacé ou énervé, ce qui n'est pas forcément le cas. Je peux froncer les sourcils parce que j'ai mal aux yeux. Vous voyez, donc vous allez interpréter, vous pouvez avoir juste comme vous allez souvent avoir tort. La plupart du temps, quand on interprète, on se trompe. Mais quand je fronce les sourcils, je dis quelque chose. Quand je ne dis rien, je dis quelque chose. Quand je ne viens pas à un rendez-vous, je dis quelque chose. Donc même mon absence dit quelque chose. Vous voyez, c'est un message qui est renvoyé. Donc il y a le langage verbal et le langage non verbal qui passe par différents comportements ou attitudes. Et il faut aussi analyser ce langage-là pour essayer de comprendre ce que l'autre essaye de nous dire. Quelles sont les solutions que vous proposez pour résoudre les conflits? Écouter l'autre, très important, ou en tout cas du moins essayer de l'écouter. Essayer d'analyser la situation, de qu'est-ce qui est en train de se jouer exactement, et accepter l'idée que mon interprétation, elle n'est pas forcément bonne.
Parce que la réaction que je vais avoir lors d'un conflit va être due à une interprétation que je vais avoir. Mais l'interprétation que je vais avoir, elle est, la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, souvent erronée. Je vais me tromper. Euh, donc, accepter cette idée que mon interprétation, elle n'est pas bonne. Et donc, puisque mon interprétation est potentiellement pas la bonne, il faut que j'ai une bonne interprétation. Ou en tout cas, que je comprenne réellement ce qui est en train de se jouer. Donc, si c'est par exemple quelque chose qui vient de l'autre et que j'interprète mal, l'idée, c'est d'aller m'assurer d'avoir bien compris ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait en l'interrogeant, en lui posant la question, avec le plus de douceur possible. Si j'agresse l'autre ou que je fais quelque chose où l'autre va se sentir agressé, forcément, il va réagir en se défendant. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, l'autre va faire une chose. Je me sens agressé alors que l'autre n'a pas voulu m'agresser. Bah, moi, je vais réagir en me défendant, en pensant que j'ai été agressé. Mais en me défendant, je vais agresser l'autre. Mais l'autre qui m'a pas agressé initialement va pas comprendre pourquoi je l'agresse. Donc, il va vouloir se défendre. Et là, on rentre dans un engrenage, dans un cercle vicieux où chacun va être agressif, tout en pensant qu'il est légitime qu'il se défende, parce qu'il est victime d'une agression de l'autre. Donc, l'idée, c'est d'essayer de casser ça le plus rapidement possible en se disant, bon, ce qu'il a fait m'a agacé, m'a énervé, ou je me sens pas bien, mais il ne m'a pas forcément agressé ou manqué de respect. C'est mon interprétation. Donc, il faut que je lui dise, il faut que je lui explique, ou en tout cas, il faut que j'aille checker pour voir si vraiment ce qu'il a voulu dire, c'est vraiment ce que j'ai compris. Donc, je vais poser la question, voilà. Quand tu as fait ça, j'ai compris ça, est-ce que c'est juste, par exemple? Très rapide, et c'est ce que les gens, n'importe qui peut faire. Soit la personne valide en disant oui, c'est totalement juste, effectivement, je t'ai agressé. Et donc là, ça peut être une dispute, ou alors ça peut être de lui dire, bah, écoute, quand tu fais ça, ça me plaît pas et j'aimerais que tu fasses autrement. Ou alors, la personne pourrait, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire, mais non, pas du tout. Mais non, parce que t'as pas compris ce que j'ai dit ou t'as mal interprété ce que j'ai dit. Quand j'ai dit ça, c'est par rapport à ceci ou par rapport à cela. Donc l'art de la communication là est importante. En tout cas, utiliser les bons mots va être important et écouter ce que l'autre dit va être important. Quand je dis écouter, c'est pas rester passif. Écouter, c'est peut être d'aller chercher de l'écoute. Donc je vais interroger l'autre pour m'assurer d'avoir bien compris ou pour être sûr de comprendre ce que l'autre est en train d'essayer de me dire. Ça, c'est quand ça vient de l'autre. Quand ça vient de moi, ben ça va pas être de l'écoute, ça va être d'essayer de communiquer de la manière la plus claire possible, d'utiliser les mots les plus justes possibles. Plus je suis abstrait, plus je suis flou, plus je suis dans le général, plus je laisse de l'espace à l'interprétation chez l'autre. Et donc, moins il y a de chances qu'il me comprenne. Et là, ça peut entraîner un conflit, malheureusement, qui peut être parfois difficile à gérer. Donc, l'écoute, la communication, et dans la communication, ça va être d'être le plus clair possible, ou d'essayer de clarifier le plus possible, de se mettre d'accord éventuellement sur des définitions pour être en phase sur ce que l'autre veut dire et ce que l'autre peut être amené à comprendre, la manière de le dire, la tonalité, l'attitude, donc avec le plus de bienveillance et le plus de douceur possible. Si je vous dis que je vous aime en criant et en étant agressif et en jetant des choses sur votre visage, vous allez entendre le je t'aime, mais vous n'allez pas le voir, vous allez voir l'inverse. Par contre, si je vous dis que je vous aime en me faisant un sourire ou en le disant avec une voix calme et plus douce, etc., vous allez entendre un je t'aime qui va être en adéquation avec mon attitude. Vous voyez là, le langage verbal et non verbal, quand ils ne sont pas en adéquation, et ça bug chez l'autre. En tout cas, on va prendre souvent le côté qui est le moins agréable ou le moins positif. Et puis, ça va être d'essayer aussi de repérer les besoins ou les sentiments qu'on a pour pouvoir les manifester. C'est ce que font les gens, c'est ce que font les spécialistes de la communication non verbale, mais c'est pas les seuls à le faire. Dans l'idée, c'est d'essayer d'exprimer ses émotions et ses sentiments pour éviter de parler de l'autre. Parce que souvent, dans le conflit, ce qui se passe, en tout cas dans le conflit comme on l'entend, ou comme la plupart des gens l'entendent, c'est-à-dire une dispute à l'intérieur d'une relation, ce qui va se passer, c'est qu'on parle pas de soi, on parle de l'autre. Tu m'énerves. Tu m'as pas respecté. Tu as fait ça. On va utiliser donc ce tu là déjà qui est problématique, qui va agresser l'autre, ou l'autre va se sentir attaqué. D'où l'expression de Lacan qui disait que le tu finit par tuer. C'est-à-dire que ça finit par tuer la relation à force d'attaquer l'autre, la relation elle peut mourir au bout d'un moment. L'idée c'est de sortir de ce tu-là et de commencer à utiliser un jeu responsable où je ne me sens pas respecté quand tu fais ça. Ça veut pas dire que tu m'as pas respecté. Oui, mais j'ai pas voulu te manquer de respect. Je sais que t'as pas voulu te manquer de respect. Mais en fait, à chaque fois que tu élèves la voix, moi, c'est mon problème à moi, en fait. Ça m'appartient. Je sais que c'est pas de ta faute. Mais moi, en fait, dès qu'on me parle fort, je me sens pas respecté. Donc, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que tu parles plus calmement, plus doucement? Parce que sinon, je vais avoir du mal à entendre ton besoin à toi et je vais avoir du mal à y répondre, par exemple. Donc, parler de ses sentiments, parler de ses besoins, c'est aussi important et formuler des demandes claires. C'est aussi important pour que l'autre puisse y répondre. Souvent, dans le couple, vous avez des gros conflits qui créent beaucoup de souffrance à l'intérieur des couples, des familles ou autres.
où les gens ont l'impression, vont souffrir parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas être respectés, que leurs besoins ne sont pas, même pas reconnus, et limite que les autres les détestent, ce qui n'est pas le cas. La plupart du temps, les gens s'aiment, en tout cas aspirent à s'aimer. La plupart du temps, les gens ont le désir que l'autre se sente bien et soit épanoui. Mais pour que ça puisse se matérialiser et se manifester convenablement, il faut que dans le discours, ça soit le plus clair possible. Plus c'est abstrait, plus c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, alors les généralités, il faut les éviter, parce que ça crée des injustices aussi, mais plus c'est abstrait, moins c'est clair, plus c'est problématique. Vous parlez de mensonges lors des conflits. Est-il acceptable de mentir pour éviter un mal? Ça dépend des situations. Ça va dépendre. Parce que répondre comme ça va dépendre de la situation. Parce que certains vont dire, j'ai fait une abomination et pour éviter que la personne ne soit pas contente, je vais mentir. Non. Alors, il faut assumer ses responsabilités, mais il peut être acceptable, ce que j'appelle des petits mensonges, pour éviter un mal plus grand. Ça peut être acceptable, mais c'est du cas par cas, c'est assez délicat. Parce que l'idée, c'est pas de mentir. Parce que si on dit oui, tous les menteurs de base vont valider leur comportement. Donc, vous voyez, en fait, moi, ce que je fais, c'est bien. Alors que non, mentir, c'est mauvais. C'est mal. Dans le livre, vous parlez de quel exemple? Sur le mensonge. Ouais. Alors, il y a plusieurs cas où on peut mentir. C'est-à-dire que pour réconcilier des gens, on peut mentir. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment ou deux personnes qui sont proches et qui se disputent de manière où ça les déchire et jusqu'à les séparer, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et que on pourrait résoudre le problème, on pourrait les aider en tout cas à résoudre le problème, mais que pour ça, il faut entamer déjà un début de médiation. Ça peut être de dire, ben voilà, de faire un petit mensonge, de dire, voilà, ben l'autre, il aspire à te rencontrer, en tout cas, il aspire à ce que ça s'arrange entre vous, il aimerait assumer ses responsabilités, en tout cas, il aimerait arranger des choses, ce qui est peut-être pas totalement vrai, ce qui n'est peut-être pas totalement faux, c'est un petit mensonge, mais qui peut aider et qui pourra contribuer peut-être à ce que l'autre s'assoie autour de la table pour pouvoir discuter, par exemple. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas rationaliser lors d'un conflit? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans un conflit. Donc si je suis que dans la rationalité, je ne vais pas pouvoir percevoir l'émotion de l'autre. Alors qu'il est possible que toute l'attitude et tout le comportement de l'autre n'est dû qu'à son émotion. Et si je mets ça de côté, je passe à côté du principal. Je donne un exemple. Si dans une relation de couple, un des deux, prenons le cas de l'épouse, qui a un besoin, se sentir chéri, aimé par son époux, et que son époux a une attitude qui renverrait à l'inverse, c'est-à-dire l'impression en fait qu'elle vaut rien, qu'il s'en fiche d'elle. Ça va la faire souffrir. Elle va en souffrir, ça va la torturer, puis elle pleure. Et en pleurant, elle va voir son mari en se plaignant, en disant voilà, en lui balançant un truc qui va pas être agréable à entendre. Si lui dit, mais attends, mais c'est quoi le rapport entre ce que tu dis là et ton état là? Il rationalise. Je vois pas le rapport, il n'y a aucun rapport, c'est insensé. Pourquoi tu pleures? Ça te fait pleurer, c'est pas normal. Ou pourquoi ça t'a fait souffrir, c'est pas normal, parce qu'à aucun moment j'ai fait ça pour ça, donc c'est pas logique. Donc puisque c'est pas logique, puisque c'est pas rationnel, moi je l'entends pas, je l'accepte pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui dire, tu n'as pas le droit d'être un être humain. Tu n'as pas le droit d'avoir des émotions. Pourquoi? Parce que je les comprends pas. Comme il n'y a pas de logique pour moi dans ton émotion, dans ton émotivité ou dans ta réaction, je ne l'accepte pas. Si je l'accepte pas, j'accepte pas une partie de la personne. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il ne faut pas rationaliser, dans le sens où, oui, on a besoin de rationaliser des choses, mais si je suis que dans la rationalité, je passe à côté du plus important de ce qui se passe dans un échange et dans une relation entre deux humains, ce sont les émotions qu'on ressent et qu'on partage et qu'on véhicule. Et donc c'est important de les repérer. Et il y a beaucoup de comportements qu'on a qui sont dus aux émotions, qui sont pas logiques d'un point de vue rationnel, qui sont pas cohérents, qui sont difficiles à comprendre ou à accepter ou même à concevoir. Mais si ça fait partie de la manière de vivre ou de réagir de l'autre, ben, c'est que c'est une réalité chez l'autre, même si je le conçois pas, même si je le comprends pas. Si c'est présent, il faut que je l'accepte. Même si moi je comprends pas l'intérêt ou je comprends pas d'où ça vient ou je comprends pas pourquoi c'est là. Ali Habibi, comment concrètement gérer sa colère et quels sont les éléments à éviter lors d'une querelle? Alors, c'est une question intéressante parce que ça concerne beaucoup de gens malheureusement. Tout d'abord, déjà je pense qu'il y a quelque chose à rétablir qui est que
La colère est une émotion. Et ce n'est pas forcément une émotion négative. Parce que souvent, on catégorise la colère comme le mal absolu, et surtout pas, et celui qui se met en colère, c'est une catastrophe, et il faut surtout pas se mettre en colère, il faut toujours garder un calme olympien et, euh, et plat, et limite ne pas ressentir cette émotion diabolique. Alors que c'est une émotion humaine. On ne peut pas ne pas être en colère dans sa vie. Il y a forcément des choses qui nous mettront en colère. Et parfois, ce sont des mauvaises choses qui nous mettent en colère, parfois ce sont des bonnes choses qui nous mettent en colère, dans le sens où parfois c'est pour des bonnes raisons qu'on est en colère. C'est grâce à la colère que un être vivant peut protéger un autre être vivant, parce qu'il se met en colère face à l'injustice. C'est parce qu'on est en colère qu'on n'accepte pas qu'il y ait de la famine, qu'il y ait des agressions, qu'il y ait des abus sur des enfants, c'est parce que ça nous met en colère. C'est cette émotion qui va nous pousser à agir positivement et de manière saine. Donc la colère, tout d'abord, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une émotion qu'il faut accepter. Maintenant, la colère, elle peut nous aider à faire du bien comme elle peut nous amener vers un mal. Le mal vers lequel ça peut nous amener, c'est quand on perd le contrôle. C'est dès que je perds le contrôle à cause de la colère où ça devient dramatique et problématique. Ou quand je perds la raison. Donc ça, c'est déjà une base. Deuxièmement, la colère, pour la gérer, il faut essayer alors, il y a plusieurs solutions. D'un point de vue intellectuel, essayer de comprendre d'où elle vient. Alors ça, on n'a pas le temps de le faire quand on est en colère. L'idée, c'est de le faire ça quand on est dans le calme et qu'on n'est pas dans une situation qui nous met en colère, mais de réfléchir aux situations où on a été en colère, surtout si ça arrive souvent, de se dire au fond, qu'est-ce qui joue? Pourquoi à chaque fois qu'il se passe ça, ou à chaque fois que quelqu'un fait ça, pourquoi moi j'explose? C'est de m'interroger et d'essayer de voir quelles sont les réponses, d'accueillir les réponses qui viendront à moi. Sans me juger, sans dire je suis une mauvaise personne, ou je suis nul, ou non, c'est juste d'accueillir. Si je me mets en colère à chaque fois dans telle et telle situation, c'est pour une raison bien précise. Il faut que j'aille découvrir quelle est cette raison. Qu'est-ce qui se joue réellement? Quels sont les besoins que j'ai qui ne sont pas reconnus à ce moment-là, qui font que je me mette en colère? Donc si je me mets en colère souvent et que je perds le contrôle en arrivant à faire des choses blâmables ou que je regrette à chaque fois, mais qu'à chaque fois ça se répète, c'est qu'il y a une, voire des raisons. Il faut que j'aille repérer ça pour pouvoir y remédier. Parce qu'une fois que je comprends pourquoi je suis en colère, je peux plus facilement contrôler ma colère ou remédier déjà aux situations qui me mettent en colère. Donc ça, c'est dans les situations où on a le temps et on peut prendre du recul. Dans les situations où je suis face à quelque chose qui va provoquer cette colère, en tout cas où je vais me mettre en colère, je dirais même plus je me mets en colère plutôt qu'on me met en colère, parce que les gens pour moi n'ont pas le pouvoir de nous mettre en colère. C'est nous qui nous mettons en colère par rapport à un besoin, comme je disais, non reconnu ou non assouvi. Mais on accorde aux gens des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Les gens n'ont pas ce pouvoir de prendre la colère, le mettre à l'intérieur de moi et après je perds le contrôle, c'est pas ma faute. Non. Ma responsabilité, c'est de gérer cette colère et donc de comprendre qu'est-ce qui peut la déclencher. Et quand je suis donc devant le fait accompli, on a une recommandation prophétique qui est très très intéressante. Comme toutes les recommandations prophétiques, mais en tout cas c'est un hadith qui rejoint beaucoup de travaux, découvertes qu'on a fait par la suite, notamment sur la gestion des émotions, où le prophète sallam dit si tu es en colère, alors assis-toi. Et si ça ne suffit pas, alors allonge-toi. Et si ça ne suffit pas, alors va faire tes ablutions. Et dans une autre tradition, il dit, il dit à un homme qui vient lui demander conseil, qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui dit, ne te mets pas en colère. Il lui dit, et quoi d'autre? Il lui dit, ne te mets pas en colère, et quoi d'autre? Et ne te mets pas en colère. Donc il s'adresse à cette personne qui avait apparemment un souci au niveau de cette émotion, et il l'invite à ne pas se mettre en colère parce que justement, ça va être problématique pour lui. Mais pour revenir à la première tradition, ça peut paraître bizarre. Pourquoi il nous invite de nous asseoir je suis en colère, pourquoi je vais m'asseoir? Mais en fait, si je m'assois, il va se passer deux choses. Première chose, pragmatisme. En étant assis, je suis moins dangereux qu'en étant debout. Donc les conséquences vont être moins graves ou moins fâcheuses que si j'étais debout. En étant debout, je suis plus fort, plus puissant, plus dangereux que si je suis assis. Donc conséquences à assumer ou à regretter qui vont être moindres. Pareil, si je suis allongé, c'est encore, j'ai moins de force et moins de capacité que si j'étais assis ou si j'étais debout. Mais il y a un autre phénomène qui se passe. La colère, comme je disais tout à l'heure, est une émotion. L'émotion dépend de notre perception. Notre perception dépend de notre positionnement. Donc selon comment je suis, où je suis, géographiquement dans la pièce, ou mentalement par rapport à la perception que j'ai mentale, selon la position où je suis, je vais avoir une observation, un angle de vue. Mais mon angle de vue ne peut pas percevoir toute la pièce dans son entièreté. Il va voir la pièce sous un seul angle. Si cet angle ne me convient pas et que je change de place, je vais voir la même pièce qui n'a pas bougé, avec les mêmes objets qui n'ont pas bougé, sous un angle différent. Peut-être que ça me conviendra toujours pas.
Si je change de place, je vais voir un angle complètement différent. Je suis toujours dans la même pièce avec les mêmes objets au même positionnement. Mon état va changer à chaque positionnement, à chaque changement, à chaque déplacement, mon état change. Mon émotion change. Elle évolue constamment. Pourquoi? Parce que mon émotion, ma perception, mon état va dépendre de ma perception. Donc si mon état dépend de ma perception et que mon état n'est pas viable, il faut que ma perception change. En m'asseyant, je change de perception. En m'allongeant, je change de perception. En allant faire mes ablutions, je change de perception. Quand je m'allonge, il y a dans les sciences de l'éducation, par exemple, on enseigne aux instituteurs, quand ils font face à un enfant qui est trop turbulent dans une classe, d'essayer de lui proposer de s'allonger. Alors, l'enfant il est turbulent, il y a 2 secondes, il voulait tuer un camarade, il s'allonge, et 2 secondes après, il rigole. Qu'est-ce qui fait qu'il passe d'un état à un autre? Son changement de perception. Parce que quand il est allongé, il voit le plafond, il voit le monde différemment. Le monde qu'il voit, il le voit différemment. Et en le voyant différemment, ça permet qu'il soit dans un état qui va être différent. Attention, ça fonctionne pas tout le temps. Mais en tout cas, ça peut potentiellement fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, allez faire vos ablutions. Allez faire vos ablutions. Déplacement. Chaque fois, il y a un changement de perception physique. Il y a un changement de perception mentale et spirituelle. Parce qu'en allant faire mes ablutions, qu'est-ce que je fais? Je tends vers une purification. Je vais me purifier le corps, je vais purifier mon esprit, je vais purifier mon âme. Je vais chercher à me faire pardonner des péchés. Et puis, il y a une invocation qu'on dit à la fin des ablutions, où je demande à Dieu qu'il fasse que je fasse partie des gens qui se repentent, qui demandent pardon. J'étais en colère, c'est que je pense que je suis victime d'une injustice. Mais là, je change de perception parce que je reconnais que moi-même, je peux être injuste. Déjà avec moi-même. Et je tends vers cette réparation d'injustice. Et puis, peut-être que potentiellement, le réflexe que je vais avoir, ça va être de faire des prières derrière. Et donc, de m'orienter vers Dieu pour m'apaiser. Donc, vous voyez que là, c'est une recommandation prophétique qui fonctionne très bien. C'est le changement de positionnement, le changement de perception, de manière à ce que la colère puisse soit diminuer, soit disparaître, selon l'état, selon l'observation qu'on a. Mais le changement de perception, c'est un outil vital pour pouvoir changer justement son émotion. C'est parce que je perçois la chose de cette manière que je suis dans tel état. Pourquoi quand je conduis la voiture, ou quand n'importe qui conduit une voiture, et qu'on lui fait une queue de poisson, il explose? Techniquement, on pourrait dire, il t'a fait une queue de poisson, on s'en fiche, il avance. Toi, tu arrives à destination, Inch'Allah, lui, il arrive à destination. Pourquoi les gens s'énervent et insultent et parfois même font une course-poursuite ou rattrapent l'autre et se bagarrent? Sa perception de ce conducteur, c'est quoi? Comment il ose me faire ça à moi? Il m'a manqué de respect. C'est irrespectueux dans les règles de conduite de faire une queue de poisson. C'est pas dans le code de la route, dans le code de la route, c'est interdit. Mais dans le code de la route, c'est interdit, donc c'est pas faisable. Mais dans l'inconscient collectif des conducteurs, c'est une forme d'irrespect, c'est de la provocation. Il m'a manqué de respect, il m'a provoqué ouvertement. Donc mon ego ne va pas me laisser faire. En disant, comment? Et donc là, je vais réagir. Mais c'est une perception. Et donc je vais me mettre en colère et je vais exploser. Si je change de perception, peut-être qu'il m'a fait une queue de poisson sans vouloir faire de queue de poisson. Peut-être qu'il est juste pressé. Peut-être qu'il a évité un obstacle dans la route. Peut-être qu'il n'est pas bien dans sa tête. Peut-être qu'il m'a fait une queue de poisson volontairement. Oui, peut-être. Peut-être qu'il a voulu manquer de respect. C'est sa volonté à lui. Et c'est ma volonté à moi de vouloir répondre avec mon ego ou de vouloir répondre avec ma sagesse. Ma sagesse, pardon. En disant, il veut manquer de respect, c'est son problème. C'est pas pour autant que moi, je ne vais pas me respecter en me mettant en colère. Si lui, sa nature, c'est de provoquer, moi, ma nature, c'est peut-être d'éviter avec sagesse la provocation. Vous voyez? Donc, je peux changer ma perception selon déjà comment je perçois la chose. Et puis, derrière, même si la perception, elle n'est pas bonne, je peux changer l'état, ou en tout cas l'observation que j'ai même de ma propre perception, selon la dynamique dans laquelle j'ai envie d'être. Et tout ça va contribuer à gérer mes émotions. Donc, tout le monde se met en colère. Parce que c'est naturel. La colère peut être saine, comme elle peut être pas forcément très bonne, ou en tout cas avoir des conséquences dramatiques. Il faut apprendre à la contrôler. Mais pour apprendre à la contrôler, il faut apprendre à comprendre à quoi elle me sert, pourquoi elle est là. Quand je me mets en colère, qu'est-ce que ça m'apporte? De quoi elle me protège, ma colère? Pourquoi à chaque fois que ma femme dit ça, je pète un câble? De quoi ça me protège? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça me renvoie? Chez moi, pas chez elle, chez moi. Donc mon comportement, il n'est pas bon. Ça, c'est un jugement. Moral ou de valeur ou relationnel, il n'est pas bon pour elle parce qu'il va la faire souffrir. Mais si je veux changer ça, il faut que je gratte et que je me dise, au fond, pour moi, à quoi ça me sert? À quoi ça me renvoie? Qu'est-ce que ça dit de moi?
Donc j'interprète la chose de cette manière, j'ai l'impression de ceci, j'ai telle perception, donc je me mets dans tel état. Je veux changer, il faut que je change de perception. Il faut que je change d'objectif. Merci Ali Habibi. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Gestion des conflits, publié aux éditions Al-Baïna. Encore merci. Merci à vous pour votre invitation, pour votre accueil. Je rappelle à nos auditeurs de s'abonner, de liker et de partager cet entretien. Et puis à tous, très bientôt sur Mizan TV.